Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je serai accompagné de Ben et Quentin qui vient récemment de rejoindre notre équipe. Dans cet épisode qu'on a appelé l'illusion du contrôle, on va un petit peu parler de la sensation de contrôle qu'on peut avoir et rechercher en tant que coach ou même en tant qu'athlète sur des paramètres qui finalement sont parfois difficilement manipulables ou maîtrisables. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez accéder à nos offres de suivi en suivant le lien dans la description du podcast. Également, n'hésitez pas à partager l'épisode et à nous mettre une note sur les plateformes de streaming ou un like si vous êtes sur YouTube. Merci à vous et je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, l'objectif, ça va être de discuter d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur, ou du moins sur lequel j'ai pas mal réfléchi, et on a pas mal échangé ces derniers temps. C'est parler de l'illusion. Alors ça peut faire un petit peu pompeux comme ça, l'illusion du contrôle chez le coach et l'athlète. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est discuter en fait de l'écart qui peut exister entre la sensation qu'on a de contrôler notre entraînement, notre progression, que ça soit du côté du coach ou de l'athlète, et en fait le contrôle réel qu'on a, c'est-à-dire à quel point on est capable de prédire et d'atteindre l'objectif qu'on cherche à atteindre à l'issue, par exemple, d'un bloc d'entraînement ou d'une série de blocs d'entraînement. Et ça va nous amener, je pense, à échanger sur comment on peut accepter l'incertitude, c'est-à-dire de mettre en place quelque chose sans pour autant avoir de garantie sur le résultat, tout en avançant avec confiance dans notre entraînement et en gagnant justement petit à petit des certitudes sur ce qu'il faut mettre en place et, euh, et voilà ce qui nous amène à progresser. Oui, ou des certitudes ou en tout cas d'avoir plus confiance en ce qu'on fait, quoi. C'est ça. Gagner progressivement en confiance tout en acceptant le fait que on ne sait pas tout, on ne sait pas toujours pourquoi ce qu'on fait fonctionne, pourquoi des fois ça devrait fonctionner, ça fonctionne pas. Voilà, je pense que ça rebondit un peu sur notre post qui devrait être sorti maintenant, qui est peut-être un peu provocateur dans sa formulation. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu cette sensation qu'il y a un peu trop je dirais pas de trouver le bon mot, mais D'assurance ou Ouais, d'assurance, de voilà, prétention. ouais, l'affirmation en d'assurance, fait. d'affirmation en fait, sur des choses de toute nature, hein, que ce soit sur la programmation, sur la supplémentation, sur la récupération. Des voix qui s'expriment, alors que ce soit des gens qui s'expriment publiquement ou des fois dans des échanges avec des personnes directement, de conviction en fait, de conviction que ce qu'on fait est bon, que ce qu'on fait est approprié, et surtout que c'est la meilleure chose à faire. Et souvent ça repose sur peu de preuves, bien sûr sur un peu d'expérience, mais même des fois je trouve sur une expérience qui est biaisée, ou du moins des souvenirs, on va dire, un peu sélectionnés. Ouais, C'est ça, un clairement chaud. narratif, Ouais, c'est ça. ou une histoire qu'on se Une raconte, quoi. histoire qu'on se raconte. Voilà, c'est comme ça que je l'ai formulé dans le post. Et puis surtout, ce qu'on remarque parfois, c'est que on a des données qui soutiennent pas forcément certaines allégations, donc qui vont même à l'encontre de ça. Ou alors on a des données un petit peu plus ambiguës, où voilà, on va Voilà, et retrouver... attention, là, quand on parle de données, on parle pas forcément de données scientifiques, parce qu'après, on va nous dire ouais, ouais, la de données sur science, le l'athlète pratique. aussi. Ouais. Voilà, on parle de données sur l'athlète, mais ça peut être des athlètes qui vont s'être persuadés que ça marche que quand ils font ça, même si les données, des fois, leur disent le contraire. Et à plus grande échelle, moi, le constat duquel je suis parti, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des philosophies d'entraînement qui s'opposent, qui ont beaucoup évolué dans les dernières années, qui s'opposent. Donc, par exemple, des gens qui vont prôner un entraînement extrêmement spécifique versus d'autres qui vont, au contraire, chercher, alors je dirais pas à minimiser, je vois personne faire ça, mais à vraiment diminuer la quantité de travail spécifique. Des approches à très haut volume versus des approches à volume minimal, la dose minimale effective, des approches à RPE très élevées versus des approches à RPE très faibles. Euh, et toutes ces rationnels, à chaque fois, toutes ces histoires sont à chaque fois énoncées avec beaucoup de conviction et beaucoup de certitude que cette approche est la meilleure. Et il y a toujours de très bons arguments, des arguments entendables derrière, mais auxquels on peut opposer tous les contre-exemples et tout un tas d'arguments en fait qui vont dans l'autre sens. C'est ça. En ce moment, on aime bien jouer au jeu des contre-exemples
Et c'est vrai que à chaque fois qu'on commence à se raconter des histoires, il y en a toujours un de nous qui vient et qui trouve ce qui se fait à l'opposé. Et on se rend compte que souvent, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent quand même dans le parti, entre guillemets, opposé. En vrai, il n'y a pas vraiment d'opposition, mais voilà, je pense que vous me comprendrez. Et au final, ouais, voilà, on se rend compte que avec plein de philosophies d'entraînement différentes, on voit plein d'athlètes progresser, quoi. L'idée, je pense, c'est que il y a plein de méthodos qui fonctionnent sur pas mal d'athlètes, que chacun a son école, si on veut, hein, sa façon de faire. Qu'on le veuille ou non, on est quand même, on tend quand même, même si on essaye d'individualiser pas mal pour chaque profil d'athlète qu'on peut avoir, on a quand même une tendance qui, je pense, intrinsèquement nous motive, hein. Et l'idée, je pense, au cas de ce podcast, c'est de rester humble quant à l'efficacité de notre travail, de nos certitudes, de se dire que il y a un type de méthodo qui va fonctionner, par exemple opposer le ORPE au low RPE par exemple, ou à beaucoup de spécifiques versus peu de spécifiques, mais comme on l'a dit juste avant, les athlètes arrivent à progresser dans les deux cas au final. Donc c'est arriver un petit peu à se détacher de ses convictions, de se dire que j'ai cette méthodo, bon bah ça marche, et puis voilà quoi. Pourquoi chercher autre chose? Pourquoi s'embêter entre guillemets à s'ouvrir à d'autres profils, à d'autres façons de penser, alors qu'au final ce qu'on fait, bon bah nos athlètes sont contents, ils s'en plaignent pas, ils progressent bien, donc voilà quoi. C'est vraiment ça. Ouais, au final, le fait de s'enfermer un peu dans ses convictions, ses croyances, ça fait que ça réduit progressivement le champ des possibles. Au final, on explore, on a tendance à moins explorer ou aller moins vers d'autres façons de faire parce qu'on pense que notre façon de faire, c'est la bonne, ou en tout cas, c'est l'une des meilleures parmi tant d'autres. Et bon, après, on est tous biaisés en tant que coach, etc. Ça, c'est pas le souci, mais il faut quand même pouvoir s'ouvrir à d'autres façons de faire, surtout quand c'est nécessaire. Forcément, je pense que si on récupère un athlète débutant, il n'a pas de données, lui, il n'en sait rien de à quoi il répond, et probablement qu'il a beaucoup plus de possibilités, ou en tout cas, il y a beaucoup plus de choses qui vont fonctionner sur lui. Bien que je pense que même pour un athlète confirmé, faut pas non plus trop se fermer parce que faut pas croire qu'un athlète confirmé il répond que à quelque chose de spécifique, euh, ou enfin à des protocoles spécifiques. Mais voilà, faut quand même, je pense, garder à l'esprit que s'enfermer dans ses croyances, dans ses philosophies, ses narratifs, ces histoires qu'on se raconte, c'est pas forcément ou c'est pas du tout même une bonne approche. Voilà. Moi, l'exemple duquel j'étais reparti là dans le post qui m'a frappé. Donc, je citerai des noms des Américains parce que de toute façon ils ne les écoutent pas, donc ça les vexera pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques années, c'était assez inconcevable, ne serait-ce que quand nous on a découvert un peu la philosophie Reactive Training Systems, c'était assez inconcevable de s'entraîner en dessous de RPE 7. Hein, c'était même pas vraiment une série de travail. Tout était programmé entre 7 et 9. Ça comptait pas. Ça pouvait pas créer d'adaptation parce qu'on n'était pas assez près de l'échec. C'était du moins ce dont on était à peu près tous convaincus. Aujourd'hui, de toute évidence, que ce soit les données scientifiques ou les gens de la façon dont certains athlètes et certains coachs de la façon dont ils programment et s'entraînent, c'est évident que cette façon de penser, elle était erronée. Maintenant, à l'inverse, je vois des raisonnements. Je vais prendre voilà, l'exemple euh, de Steve Denoville, là, de PR Performance, ou de gens issus un peu de cette école de programmation, qui vont par exemple prétendre que parce que tu overshoot un RPE 5 en semaine 1, en sous-entendant que tu es capable d'identifier que tu as overshoot ou même que tu as respecté un vrai RPE 5 en semaine 1, tu vas créer trop de fatigue et tu vas pas laisser suffisamment de place à la progression par la suite. C'est nier aussi que, en contre-exemple, on l'a expérimenté, enfin je sais au moins pour moi et David, et pour plein d'athlètes, que tu peux très bien progresser en commençant en semaine 1 RP8 et en rajoutant progressivement du poids chaque semaine tout en étant RP8. Donc je pense que le problème de toutes ces écoles, voilà, c'est qu'elles s'enferment dans une façon de penser euh, qui est très statique, qui est très fermée, qui tient pas compte des contre-exemples et, et qui freine un peu en fait, voilà, comme on l'a dit, le champ des possibles et même la compréhension de ce qu'il faut mettre en place pour progresser, quoi. C'est Et très humain probablement, aussi, hein. bah évidemment,
c'est plus simple de se persuader un peu de choses comme ça. Et de créer un modèle, et ça on y reviendra après, c'est aussi beaucoup plus simple pour les gens de comprendre ce qu'ils font, les athlètes, etc. Quand on programme un athlète, quand on lui dit c'est comme ça. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que je me souviens que dans la vidéo, il avait présenté ça, il disait pour la simplicité de teaching this, d'enseigner ça en fait. C'était présenté comme un enseignement, et ça me dérangeait beaucoup, parce que présenter ça comme un enseignement, c'est que tu t'enseignes ça, tu pars Ouais, du principe que c'est une vérité. Ouais, c'est un dogme, Et c'est poser le dogme voilà, initialement. c'est quoi. ça, c'est comme ça, j'ai posé le cadre, ça se passe comme ça. Donc si tu veux progresser en semaine 4, faire ton RPE 8, faut que tu aies commencé RPE 5 en semaine 1. Voilà, après, j'ai pas le détail effectivement de tout ce qui planifie, il y a sûrement des nuances à mettre, etc. Mais dans la façon dont c'était présenté, c'était quand même très dogmatique. Et autant que l'était à l'époque voilà, le seul RPE, c'est le bout du sang dans la bouche, hein. C'est une phrase que j'ai entendue en France. Voilà. Non, mais c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que pour le coup, quand toi, en tant que programmateur, tu vas être persuadé du coup que c'est la bonne chose à mettre en place pour ton athlète, tu lui fermes, tu fermes la porte au doute au final. Tu le mets dans une façon de penser, une sorte de renforcement positif où l'athlète se dit, la personne qui me programme estime que c'est la meilleure chose pour moi. Par exemple, pour un athlète débutant qui n'a pas forcément expérimenté beaucoup de choses en amont avec d'autres programmateurs, bah forcément, c'est compliqué, tu vois. C'est quand t'as pas expérimenté d'autres choses et qu'on t'apporte ça comme bah, justement teaching, l'idée que c'est une vérité absolue, bah t'es à fond dedans, quoi. L'athlète, pour lui, c'est la chose à faire, quoi. Et s'il s'en écarte, c'est fini, quoi. Son bloc, il servira à rien, il progressera pas. C'est ça qui est dommage, en fait. Pour autant que ce qu'il a fait, ça a fonctionné, il va se construire un gros narratif. Et au final, s'il cherche pas à avoir des contre-exemples, bah, il va immédiatement chercher à se ramener dans ce narratif par une pirouette. Et voilà, moi j'aurais tendance à dire, si tu cherches toutes les raisons pour avoir raison, bah, tu vas les trouver, Ouais. toutes tes raisons. Si Par tu contre, commences à chercher, ouais. si tu cherches pas de contre-exemple, bah, au final, tu vas renforcer ton histoire, quoi, et jamais tu vas aller explorer autre chose, alors qu'il y a probablement plein d'autres façons de faire qui auraient fonctionné. Ah oui, hein, bah si on veut se persuader qu'il y a de la 5G dans les vaccins anti-Covid, on peut y arriver. Donc, Bah, tu tapes 5G sur YouTube, vaccin, je sais pas. Non, mais c'est ça, c'est que si t'as un postulat et que t'y crois dur comme fer, tu chercheras toutes les raisons du monde pour le justifier, ton postulat. Sauf que c'est pas la bonne méthode à avoir. Justement, le fait d'expérimenter, le fait de tester, de vérifier ce qui fonctionne ou pas, c'est de partir du principe que tu n'as pas vraiment. Tu ne sais pas en fait si ça fonctionne. Tu vas chercher à le prouver. Donc après Bah, ça. c'est d'ailleurs c'est la base des expérimentations scientifiques. On recherche à rejeter une hypothèse et pas à la valider. C'est exactement ça. Quand vous développez, là c'est un parallèle, ça marche pas forcément, après ça dépend, mais l'idée quand on développe un médicament, le labo part pas du principe qu'il va marcher. Il y croit parce que voilà, mais il doit prouver que ça marche. Oui, voilà. Et pour continuer un petit peu sur le parallèle, quand on a une théorie en science, donc pas une hypothèse, là je parle d'une vraie théorie comme la théorie de l'évolution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à démonter la théorie. Et bah, a priori, si on n'y arrive pas, c'est qu'elle est plutôt solide. Donc, C'est la méthode du worst case scénario en fait. C'est que si dans le pire des cas ça fonctionne, qu'on observe un effet bénéfique, ça veut dire que dans le meilleur des cas ou dans le cas classique, ça fonctionnera en fait. Du coup, c'est partir du principe, c'est une vision un peu pessimiste des choses, mais on veut être sûr que même dans le pire des cas, ça va fonctionner. Et donc, c'est pas se renforcer dans cette idée que j'ai fait ça et ça m'a fait progresser, donc ça doit être grâce à ça. En fait, c'est retourner le problème au final. C'est pas du tout la bonne façon de penser pour être dans une démarche d'esprit critique, si on veut, par rapport à ce qu'on fait. je pense que d'une certaine façon, c'est vrai tout ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on est quand même obligé de se baser sur l'expérience passée. Mais ce qui est important, c'est de ensuite prendre du recul finalement une fois qu'on a testé cette stratégie plusieurs fois, etc. Des fois de se rendre compte, c'est ce qui m'est arrivé assez récemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, sur mon propre entraînement. J'avais acquis une conviction que tel paramètre était acquis à la progression. Et puis en fait, voilà, en reprenant des blocs, je me suis dit, mais attends, j'ai loupé ça. Et en fait, de toute évidence, moi, ce que j'avais isolé, c'était pas la bonne chose. Et moi, ce qui m'impressionne un peu, pour revenir sur l'exemple des coachs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des fois les pirouettes que les gens sont capables de faire pour retomber sur leurs pieds et renforcer leur narratif.
Alors, j'ai plus d'exemple exact en tête, mais par exemple, ça peut être quelqu'un de toute évidence qui s'entraîne trop, au point où il développe des douleurs. Il l'a fait plusieurs fois, mais la douleur revient à chaque fois. Mais au lieu de chercher, parce qu'il est persuadé qu'en fait, de toute façon, sa charge d'entraînement, elle est indispensable à sa progression, eh ben, il va se tourner vers des questions biomécaniques, où il va se tourner vers des problèmes de Beaucoup plus supplémentation, complexe, finalement. Ouais. de supplémentation, de carence, aller chercher de la complexité, là où en fait, la réponse est assez simple. Enfin, en tout cas, la première chose qui devrait être envisagée, ça devrait être quelque chose de simple qui explique de façon directe ce qui est observé. Mais plutôt que d'aller vers cette explication, comme le raisonnement en fait interdit, comme le cadre et la philosophie interdit même cette possibilité-là, ben on va aller se détourner. Et quand on en arrive là, bah, ça prouve qu'on s'est déjà quand même relativement enfermé dans son narratif et on est incapable de réévaluer la logique et les fondements de ce qu'on fait, quoi. Oui, voilà, et par rapport à toutes ces pirouettes mentales dont tu parles, Ben, c'est vrai que parfois on voit des choses sur les réseaux ou sur les réseaux ou ailleurs, mais qui, moi, peuvent m'intriguer, peut-être parce que j'ai pas suffisamment de connaissances dans ces domaines-là. Mais par exemple, on peut voir des inversions de causalité, ou l'autre fois, j'ai pu voir, on en a parlé entre nous, une personne obèse qui était suivie par un coach pour des problèmes hormonaux, alors qu'on sait très bien que l'obésité peut engendrer des problèmes hormonaux. Mais du coup, si on fait une inversion de causalité, on va se dire, ok, les problèmes hormonaux sont à l'origine de l'obésité, alors que c'est plutôt l'inverse. Du coup, on va essayer de traiter des symptômes plutôt que la cause directement. Enfin bon, voilà. Bah, tu sais, ça me fait penser à un truc là, ça me fait penser à la question de la capacité de travail. J'en vois pas mal, et encore récemment, qui sortent de blessures, et en fait, euh, la- j'ai l'impression que l'approche est inversée, c'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'il faut qu'ils construisent leur capacité de travail parce que c'est parce qu'ils n'avaient pas cette capacité de travail qu'ils se sont blessés. Et j'ai observé plusieurs fois, et ça me fait un peu. C'est ouvert à débat, hein, mais alors c'est bien sûr possible si quelqu'un sort de blessure, par exemple, et se remet ou prendre de vacances et se met à faire 30 séries de squats dans la semaine. Peut-être qu'effectivement, il n'avait pas la capacité de travail pour les tolérer. Maintenant, déjà, la question c'est est-ce qu'il a besoin de cette quantité de travail, de toute façon, pour progresser, et est-ce que finalement. Euh, cette obsession de la capacité de travail, c'est pas aussi la cause de, de la blessure, des douleurs. Ouais. J'ai mon exemple perso, là, ça me fait rebondir. Désolé, Quentin. Mais juste rapidement, mais quand j'ai repris les entraînements un peu plus sérieusement, il y a peut-être 4-5 mois, j'ai voulu reprendre sur ma charge d'entraînement, enfin, en y allant progressivement, mais relativement rapidement, sur mes charges d'entraînement, mon volume, ma fréquence que je faisais à l'époque. Et au final, ça m'a conduit à la blessure au pec. Et je me suis remis en question. Je me suis dit, mais attends, là, je remarque que je benchais, je crois, 3-4 fois, mais qu'au final, j'avais toujours des douleurs qui apparaissaient. J'ai fait quelque chose un peu de inorthodoxe, entre guillemets, ce qui est de faire que 2 benches par semaine. À en écouter certains, bon, bah, j'aurais jamais progressé de ma vie, voilà. Alors là, je me rends compte que pour le moment, force est de constater que ça m'a permis d'arriver sur mon meilleur niveau. Et je gère beaucoup mieux, bah, j'ai plus de douleurs quasiment, et je gère beaucoup mieux on va dire, ma fatigue globale, quoi. Donc finalement, j'ai réussi un peu à sortir de ce narratif que je m'étais construit de faut que je bench. Je crois qu'à une époque, je benchais 4-5 fois par semaine. Ça fonctionnait plutôt bien à cette époque-là, mais j'avais pas eu cette grosse période où j'avais arrêté de m'entraîner à diverses reprises et où j'avais perdu petit à petit des adaptations et voilà, et probablement bah, plein d'autres choses, hein, mais voilà. Ben, je voulais faire un parallèle avec du coup ce que vous étiez en train de dire, c'est que en fait là, plus comment dire, avec comment dire l'émergence des nouvelles comment dire techniques d'approche en sciences du sport, en programmation, on est arrivé dans une ère où je trouve que justement la flexibilité en fait de la pratique de l'athlète, elle a été vraiment, je vais pas dire poussée à l'extrême, mais il y a vraiment cette idée de que on est totalement on peut s'adapter absolument à tout en fait quoi qu'il arrive, que plus si on augmente progressivement à chaque fois qu'on rajoute 5 séries de bench d'un bloc à une autre, ou qu'on rajoute tant de paramètres différents d'un bloc à un autre, au final le corps va s'adapter, et qu'à chaque fois justement on va pouvoir ajouter de la contrainte qui va nous faire progresser. En fait on s'enferme dans l'opposé qu'on avait avant, c'est-à-dire une stratégie qui était hyper rigide avec du straight set, vraiment on peut
pas forcément comme les Smolov ou autres méthodos qui étaient utilisés avant, mais quelque chose de peut-être beaucoup trop flexible, et justement, comme David l'expliquait, en fait, au final, on s'auto-justifie que ça, c'est bon, parce qu'on va s'adapter, quoi qu'il arrive, en augmentant le nombre de sets effectifs de semaine en semaine, ou de bloc à bloc, ça va le faire, et justement, on est tellement persuadé que ça va le faire, qu'au final, quand ça fonctionne pas, ou que des douleurs arrivent, ou que des blessures arrivent, on cherche des justifications autres. Ah, mais c'est parce que je prends pas tel complément alimentaire qui m'aurait permis de soutenir cette nouvelle contrainte. Alors que des fois, ben, une des solutions simples à mettre en place, bah, c'est juste du load management. Peut-être justement, comme David l'a dit, de diminuer tout simplement son nombre de sets de bench par semaine. Et au final, on se rend compte que, ok, je progresse autant, si ce n'est mieux. Et au final, j'ai beaucoup moins de douleur, ça se résorbe tout seul en fait, qu'il y a une régression vers la moyenne. Donc c'est peut-être cette idée que on est capable de s'adapter à tout, justement, donc on pourrait se dire waouh, ça ouvre le champ des possibles quand même, mais au final qui nous renferme dans l'idée que ça fonctionne, c'est absolument ça, et on va chercher d'autres causes externes. Peut-être que finalement, je me dis là, peut-être que le champ des possibles il est tellement vaste qu'il y en a, ils veulent quand même le restreindre. Parce que c'est plus, ça augmente un peu la confiance, ou voilà, c'est un point qu'on évoquera plus tard, mais ça me fait quoi un petit peu à ça. Je pense qu'effectivement, ça nous emmène un peu à la suite, parce que là, là, ce qui est problématique, en fait, c'est pas tant pour moi c'est vrai que je pense qu'on est effectivement dans une période, j'avais jamais trop formulé ça comme ça, mais dans une période où le champ des possibles, globalement, on va dire à l'échelle de toute la communauté de la force athlétique, n'a jamais été aussi grand. Il y a, je pense, jamais eu autant de différences dans les façons de s'entraîner. Mais en fait, là, ce qui est problématique dans cet exemple-là, c'est pas que la personne ait testé quelque chose. C'est que quand elle arrive au constat qu'elle s'est blessée, elle ne remet pas en question le cadre qu'elle s'était fixé. C'est-à-dire, typiquement, là, David, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous connu, c'est pour toi, pour progresser, il fallait faire 3 à 4 séances de développé couché dans la semaine. C'était inenvisageable, en fait, de progresser avec moins. C'était pas inenvisageable, mais ouais, je me disais, c'est ce qu'il y a de mieux a priori. Voilà, et puis en général, du coup, dans ces périodes-là, tu te retrouves à te dire, ouais, mais bon, du coup, là, je suis en réhab, là, je m'entraîne, là, je suis uniquement sur une phase de reprise, et en fait, l'objectif, c'est d'arriver à mon rythme d'entraînement normal, etc. Donc, tu remets pas en cause, même dans cette situation-là, tu remets pas en cause. Tu veux revenir à ce que tu faisais. Ouais, et t'as mis un panneau sens interdit aux 2 benches par semaine, parce que tu te dis, de toute façon, dans cette zone-là, je ne progressais pas, ou il y a très peu de chances que je progresse, ou alors je progressais très lentement. Ouais, c'est un renforcement négatif en fait. Et là, on est là, on est typiquement dans le renforcement négatif. Et là où tu as raison, Quentin, c'est que, et tu l'as évoqué avant, pour moi, l'illusion du contrôle, et ça, j'avais vraiment pas pris conscience de ça avant, c'est que ça a un rôle important, je pense, pour la progression. Avoir cette sensation, alors du moins quand on n'en a pas conscience, quand on n'a pas la lucidité de se dire qu'on est un peu dans ce schéma de pensée-là, mais qu'en fait, quand tu es persuadé que tu fais et ce qu'il faut faire, et optimal, et t'emmène dans la bonne direction, et que les Anglais diraient buy in the program, je sais pas comment, voilà, ton engagement est fort, et ben c'est un facteur ultra déterminant à la progression. Je pense qu'on sous-estime beaucoup, et ça on échange beaucoup là-dessus, surtout ces derniers temps, on sous-estime énormément l'aspect psychologique du fait de croire en sa capacité à progresser, et croire à ce que ton entraînement est capable et va t'emmener à progresser. Et ça, voilà, ça me paraît essentiel, et je pense que là-dessus, toi David, tu as peut-être plus de littérature là-dessus, sur les exemples du placebo et de l'effet que la psychologie peut avoir sur la performance. Ouais, vas-y. J'allais dire, je voulais utiliser mon exemple personnel, c'est que justement dans cette idée d'idée préconçue qu'on peut avoir, donc David c'était le cas où justement avoir deux bench par semaine c'était juste inenvisageable pour la progression. Moi j'ai eu un peu je suis un peu rentré dans ce même cas, c'est que j'ai eu pendant vraiment une saison entière, j'ai stagné au bench. Vraiment, j'étais entre 120 et 130 kilos. Il y a vraiment 3 compétitions de suite, donc étalées sur à peu près 16 mois, donc 1 an et demi à peu près, où j'ai littéralement ressorti le même bench, mais vraiment le même bench au kilo près.
Vraiment. Donc c'était 135 ou 132, je sais plus exactement. Et moi, vraiment, le truc qu'on m'a dit, c'est ouais, mais ça, c'est parce que tu fais pas assez de bench. Le meilleur moyen de progresser dans le bench, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Tu crées des adaptations nerveuses. Plus tu vas pratiquer, plus ça va devenir naturel pour toi et ça va te décoller tout seul. Et donc moi j'étais persuadé de ça en fait, parce que c'était des gros athlètes qui me le disaient, c'était des programmateurs connus sur les réseaux, des ricains ou quoi, bref. Donc moi j'étais vraiment persuadé que, ok, bah, ce qui me manquait, c'était de rajouter encore et encore et encore des séries quoi, sur mon bench. Et il y a un moment vraiment où, en fait, ce renforcement qui peut sembler positif, parce que tu dis, ok, on me donne une solution, j'ai plus qu'à exécuter. Mais en fait, je suis arrivé à un point où justement, je ne progressais quand même pas. Alors que j'en rajoutais toujours plus, toujours plus, toujours plus, jusqu'au moment où justement, j'ai fini par avoir des vraies douleurs qui étaient handicapantes et qui se transféraient sur les autres mouvements, typiquement des douleurs au niveau du coude. Et la meilleure chose que j'ai eu à faire au final, c'est d'essayer de... J'ai tout déconstruit, vraiment. J'ai réduit ce nombre de bench, donc j'ai été moins spécifique. À la place, j'ai eu une approche un peu plus axée sur le volume. Et j'ai jamais autant progressé. Donc là, actuellement, je suis pas non plus extrêmement fort au bench Non, non en ce plus. moment, Mais t'es pas bien, t'es pas mal, pardon. bah, là, en ce moment, j'étais entre 150 et 160 kilos au bench. Donc entre cette ROM-là, j'ai jamais autant progressé avec aussi peu de spécifiques. Donc c'est pour ça. Ouais. Après, Mais quand tu dis t'as réduit la spécificité, ça, c'est quoi? T'as transféré un peu de volume à d'autres exercices qui sont pas vraiment du bench comp, entre guillemets. exactement, soit introduire un petit peu plus de variation, ou soit tout simplement passer sur quelque chose qui est vraiment des exercices secondaires, des exercices de poussée qui me permettent quand même de travailler le mouvement, le bench, mais sans pour autant être spécifique du bench, quoi. Et psychologiquement, tu penses que ça a eu un impact, vu qu'on parlait de ça, du style peut-être un entraînement un peu plus ludique, ou l'impression de pas tout le temps faire la même chose, etc. Je pense que ça joue aussi parce que j'étais tellement renforcé dans l'idée de me dire putain, on m'a tellement rabâché ça, et plein de gens, tu sais, quand il y a vraiment plein de gens, et avec l'argument d'autorité, mais ça on va en revenir, c'est que quand t'as un athlète de classe mondiale qui te dit un truc, moi au début, sur ma première saison, ma deuxième saison quand j'étais junior, moi je le prenais comme du pain béni. Moi je me dis putain, cet athlète il performe de fou, il est super fort, il a un bench de dingue. S'il dit ça, c'est qu'il a raison. Ah, c'est normal, mec. Bah voilà, On s'est tous dit ça au début. exactement. Et au final, c'est d'avoir cette approche un peu déconstruite, justement, qui allait un petit peu à l'encontre de mes pairs, si je peux me permettre. Et c'est ça qui m'a fait progresser, en fait. Je suis vraiment passé d'une méthode très spécifique qui ne fonctionnait pas à quelque chose qui marche pour moi. Après, encore une fois, ça veut pas dire que là, si vous progressez pas au bench, mettez moins de spécifique et faites comme moi. Ça a fonctionné dans mon cas à moi, avec mes problématiques, mes leviers et toutes les autres contraintes que je vais avoir. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, arriver à déconstruire ce renforcement, qui soit sur n'importe quoi, que ce soit sur votre méthode d'entraînement, sur votre méthode de récupération, sur plein d'axes différents, mais qui vont avoir un impact sur le sport, sur votre pratique, sur votre performance, c'est fondamental. De rester humble, en fait, de se dire, de remettre... Quand tu dis renforcement, c'est quoi? Déconstruire ce récit qu'on se fait Exactement. De rester vraiment... en fait, c'est ça, d'avoir un esprit critique. En fait, c'est ça pour moi qui est fondamental. C'est que c'est pas parce que cette personne qui est un athlète extrêmement performant vous le dit, et qu'il performe dans le mouvement, que c'est la bonne chose. Après, tout le monde va me dire, oui, mais oui, c'est vrai, l'athlète ne fait pas le préparateur, et inversement. Mais il y a ce que les gens disent, et ce que les gens font en pratique. Ouais, et inversement, il faut pas. Si on reprend l'exemple de ton bench, ça veut pas dire que dans un autre contexte, faire plus de bench, ça aurait peut-être marché aussi, tu vois. Ah Si oui, ça bien se sûr, trouve. bien sûr. Mais en tout cas, dans ce contexte précis-là, à ce moment-là de ta pratique, faire un petit peu moins de spécifique et tout, ça a fonctionné. Après, c'est vrai que de manière générale, on peut pas leur jeter la pierre non plus. Je pense que quand tu prends un athlète débutant, il aura plutôt tendance à faire un peu plus petit à petit. Et je pense que la problématique, elle apparaît surtout quand tu arrives sur des niveaux un peu intermédiaires, voire confirmés, où forcément, si tu cherches à tout le temps rajouter, tu vas finir avec 100 séries par semaine de chaque mouvement. Bon, Ouais, voilà, c'est l'extrême, ça fait un peu cliché de dire ça, mais vraiment, quoi. Je pense vraiment que à la fin, je pouvais être sur du 40 séries, quoi. Alors que c'est ce que je fais à l'année. Non. Non, mais c'est pas, voilà. Alors que actuellement, je suis à 2 fois moins, quoi, quasiment.
Mais ça, encore une fois... Ce qui reste pas mal, hein. Ah 20 oui, séries par semaine, ça reste pas mal, mais après, il y a un contexte particulier autour de tout ça. Moi, c'était sur fond de manque d'hypertrophie et ce genre de Oui, choses. oui, ouais. Donc c'est pour ça qu'on parlait de contexte. Exactement, le contexte est fondamental, et autant le programmateur, le coach que l'athlète, c'est important d'avoir cet esprit critique, de remettre les choses en question. Remettre les choses en question, ça veut pas dire que vous faites pas confiance à l'individu. C'est qu'au contraire, vous tenez à discuter, à communiquer, afin de créer l'approche la plus efficiente entre l'athlète et la personne qui prépare l'athlète. C'est pour ça, c'est un truc que je... Bah, Thibaut, si tu nous écoutes, vous avez fait du bon taf. Ouais, non, ouais, c'est la communication, c'est la clé. Encore une fois, tout le monde te dira, bah oui, c'est vrai, mais est-ce qu'en pratique, c'est réellement fait? Quand tu as énormément d'athlètes à t'occuper, est-ce que tu es capable de mettre ça en place? Ça, c'est encore autre chose, tu vois. Alors, pour revenir là, sur l'exemple là, que tu moi, c'est aussi quelque chose que j'ai vu passer ces derniers temps. Par exemple, construire chez un athlète, euh, ici, chez lui, c'est l'hypertrophie qui manque. Il manque de masse musculaire. Et on va mettre en place une programmation spécifique pour ça. Bah, pourquoi pas, mais en même temps, est-ce que la programmation classique, est-ce que la pratique de la force athlétique va pas petit à petit lui fournir la masse musculaire nécessaire à sa progression? Aussi, oui. Mais possible, enfin voilà. Mais après tout, si le mec y croit, si le mec se lance dans le programme, parce que c'est ça au final qui va être déterminant. Ouais, il y a l'engagement aussi. C'est ça, on n'a pas cité là, on n'a pas cité les exemples du coup là d'études sur le placebo, mais voilà, vous avez, je pense, pour la plupart tous vu passer ces études où on fait croire à des athlètes qu'on leur donne des stéroïdes, ou alors on donne une boisson dont on prétend qu'elle a des propriétés Des effets particulières, ergogéniques. et on obtient des effets non seulement sur la performance, des effets positifs par rapport au groupe, contrôle, sur la performance, mais aussi sur la progression à long terme. Il y a eu aussi des études sur les discours positifs entre les séries, etc. Donc je pense qu'on sous-estime finalement l'effet de la psychologie et de la confiance en soi sur la progression. Par confiance, j'entends tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'engagement, le plaisir, le fait d'être persuadé qu'on va progresser. Et je pense que quelque part, du coup, l'illusion du contrôle, alors qu'a le coach, ou du moins qui transmet à son athlète, contribue à la progression. Et en fait, pour moi, le problème arrive quand on finit par se taper dans le mur. C'est-à-dire qu'on a tellement bien avancé, mais en fait, on s'est petit à petit enfermé dans une toute petite pièce. Et comme tu dis, Quentin, moi, la métaphore que j'aime utiliser, c'est à un moment, il faut casser les murs, quoi. Ouais. À un moment, t'as créé des... Voilà, t'étais dans une maison de 100 mètres carrés, tu t'es persuadé que là où tu te sentais bien, c'était dans les toilettes. Et puis finalement, c'est juste l'espace entre la porte et la cuvette. Et puis à la fin, tu te retrouves tellement étriqué, t'es tellement persuadé que c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement, que t'es même plus en mesure de répondre à tes propres problématiques. Et t'es plus en mesure t'es plus clairvoyant en fait. Tu identifies plus ce qui peut t'aider à progresser, quels sont les problèmes dans ta programmation actuelle, est-ce que les conditions actuelles font que ce que tu faisais avant est toujours justifié. Bon bah les gars, voilà. Voilà. Depuis tout à l'heure, on parle de murs, de construire. Bah ça devient un podcast de BTP. Allez, c'est parti. Voilà. Là, Parce que tu t'enfermes dans les toilettes et du coup, bah, tu finis littéralement dans la merde. voilà. Très belle, franchement, très belle métaphore. Non, mais c'est vraiment cet esprit-là, en fait. C'est pas parce que quelque chose fonctionne actuellement que c'est forcément la meilleure chose à faire ou que c'est la chose à conserver in fine, en fait. Une stratégie qui paye, alors certes, il y a des points qu'il faudra conserver, parce qu'il y a un moment, si ça fonctionne pour l'athlète, c'est qu'il y a une raison, hein, on va pas se mentir. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça fonctionne qu'il n'y a pas quelque chose qui fonctionnerait encore mieux. Voilà, c'est peut-être, je pense, l'expression, voilà, de pas se reposer sur ses lauriers, entre guillemets, quoi. C'est que... Oui, et puis surtout, il y a plein de paramètres en fait dans ce que tu as mis en place. Et il y a plein de variables. Et c'est pas parce que. Je vais dire une connerie, mais c'est pas parce que à chaque fois que tu fais un bon bloc, il y a du vent dehors, que c'est le vent qui t'aide à progresser. Alors bien sûr, c'est caricatural, mais il y a plein de situations comme ça. Donc c'est un peu plus Peut-être, ambigu. voilà, peut-être que à chaque fois que tu as progressé, tu as fait 4 benches dans la semaine. Admettons. C'est une observation. Oui. Mais peut-être que à chaque fois tu faisais ça parce que c'était pendant tes vacances et tu avais le temps d'aller 6 fois au lieu de 4
à l'entraînement. Ou peut-être que c'était parce que c'était des périodes où tu étais très motivé et tu avais vraiment très envie de progresser. Tu vois, et donc peut-être qu'il y a d'autres choses que tu n'as pas Ça identifiées. joue sur l'engagement. Ouais, il y a toujours des paramètres invisibles en fait, hein. Il y a des choses que j'ai réussi à mettre en place parce que je l'ai compris, hein. Typiquement des trucs très spécifiques. Et le déclencheur, ça a été la douleur. Donc c'est pour ça c'était un point clé parce que voilà, c'est ton ressenti physique. Mais avec du recul, dans mon cas spécifique, c'était aussi parce qu'en ce moment, durant ce moment-là de entre guillemets non-progression, j'étais aussi en master. J'avais mon stage en labo. Voilà quoi, forcément aussi, il y a tout un contexte social, si on veut, un contexte professionnel, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, il y en a certains, c'est parce qu'ils vont avoir des enfants, voilà quoi, tu bâcles ton entraînement au bench tous les mardis parce qu'en fait tu dois aller chercher ton gamin à la crèche. Ben voilà, hein, tout simplement. Peut-être tu progresses moins parce que justement, il se trouve que le bench, la partie importante de ton programme se passe le mardi et que le mardi, ben, tu dois un peu bâcler ta séance. Il y a un contexte, il y a toujours une infinité de raisons, hein, on va pas se mentir. Le but, je pense, c'est pas de chercher à tous les identifier. Le but, c'est d'être capable de réaliser justement qu'il y en a, qu'il y a toujours un contexte particulier. Déjà, oui, premièrement, ouais. C'est déjà pas mal, tu vois. Parce que déjà, à partir du moment où tu es capable de te remettre en question, ouais, voilà, dans le fait que tu t'enfermes dans ces toilettes, hein, je vais reprendre je reprends l'image de Venn, mais que tu t'es enfermé dans ces toilettes, et ben déjà, d'avoir la connaissance de ça, normalement, si t'es un athlète qui est dans une démarche d'évolution constante, un peu de démarche qualité, si on veut, et ben voilà quoi, c'est le premier entre guillemets coup de pied dans la fourmilière. Tu te dis, ok, bon bah là, il y a un truc à voir, il y a un truc à faire. Mais c'est ça, c'est la première chose à réaliser, c'est que il y a potentiellement des choses qui nous échappent. Et je pense que quand vous commencez à raisonner comme ça, bah déjà, vous êtes beaucoup plus serein à l'idée de pas mal de choses, même dans la vie globalement. Et vous avez moins cette envie de vouloir tout contrôler à tout prix, alors qu'au final, enfin, je dis vous, mais c'est nous aussi, hein. Au final, on contrôle pas autant de choses que ce qu'on pense. Je dis pas qu'on contrôle rien, hein, évidemment. C'est quand même nous qui allons fournir l'effort de s'entraîner. On peut contrôler plus ou moins son sommeil, sa nutrition. Il y a plein de choses que finalement on peut quand même contrôler. Maintenant, il y a quand même beaucoup de paramètres qui peuvent nous échapper, comme enfin, pour diverses raisons. Mais par exemple, si on veut évaluer l'efficacité d'un complément alimentaire, il y a quand même beaucoup de biais et c'est quand même souvent assez ambigu pour savoir si un complément alimentaire a réellement fonctionné sur nous, quoi. Mais au-delà de ça, il y a quand même pas mal de choses où, même au niveau de la science, bah, on ne connaît pas vraiment les processus qui font que certaines choses fonctionnent mieux que d'autres. Et au final, est-ce que c'est très important de le savoir en soi? Si, c'est mieux, mais si on ne le sait pas, mais on sait juste que ça fonctionne mieux, c'est déjà ça, au final. On n'a pas besoin de chercher. Enfin, on n'a pas besoin de chercher. En tout cas, à titre individuel, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose de vouloir à tout prix chercher. Je pense qu'il y a plus de risques de se planter Ouais, et c'est ça, de de se justement perdre. rentrer dans une illusion Mm. et de se perdre que de trouver des réponses au final. C'est l'image un peu qu'on avait, c'est que l'idée en fait, c'est que cette histoire d'illusion, si vous voulez, du contrôle qu'on va avoir, ce qu'on essaie d'expliquer en fait, c'est que c'est ni une mauvaise chose, ni forcément une bonne chose en fait. C'est quelque chose à comprendre, à connaître, et des fois ça peut être ultra positif au final pour l'athlète. Là depuis tout à l'heure, moi je donne l'image négative parce que ça m'a fait un petit peu stagner, même carrément stagner sur mon bench. Mais par exemple, enfin je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours eu dans mon club, j'ai toujours eu cette phrase, c'est que ouais, les athlètes qui performent le plus, les athlètes qui progressent le plus vite, c'est les Ceux athlètes, qui se baissent pas. ouais voilà, c'est ceux qui sont cons, si on veut. Cons dans le sens, ils réfléchissent pas en fait, ils agissent. On leur donne ce qu'il y a à faire, ils s'en sont persuadés, on est dans une démarche de renforcement qui est cette fois-ci positive, et du coup ils font, et en fait, indirectement ou non, de notre démarche, quand on programme l'athlète va progresser en fait. Mais ce Il qu'il y faut a quand même un énorme biais de sélection là en vrai. Ah oui, C'est bien sûr. peut-être parce que les gens qui font ça, c'est ceux qui sont le plus doués génétiquement. C'est peut-être pour ça que au final, ce qu'ils font fonctionne et au final, ils rentrent dans un renforcement positif, mais parce que ça fonctionne. Alors qu'au début, ils savaient pas trop. C'est le Tu biais du vois, survivant. c'est la question Typiquement, qu'on c'est le se biais du posait. survivant, hein. C'est ça, et c'est un peu la question qu'on se posait l'autre fois en vocal, c'est est-ce que psychologiquement on est dans une dynamique positive parce que on a décidé de se mettre dans cette dynamique-là ou parce qu'au final on obtient des résultats en premier et petit à petit on rentre dans cette dynamique-là. Moi c'est ça la question que ça me pose sur l'aspect psycho. Je pense que pour
des jeunes athlètes qui commencent ce sport et qui commencent à performer extrêmement vite. Je pense à pas mal d'athlètes qui vraiment ont 19 ans, une saison de pratique et qui vont déjà au championnat de France Open même, j'allais dire junior, mais qui sont extrêmement performants. Typiquement, ça c'est quelque chose à comprendre. C'est est-ce qu'au final, ils progressent à ce point-là parce qu'ils voient que de base ils sont doués et qu'ils progressent bien, donc ça les renforce dans cette idée qu'il faut qu'ils travaillent parce qu'ils pourront potentiellement aller loin, viser des sélections internationales, etc. Donc dans ce que tu expliquais David, ou au contraire c'est parce qu'ils réfléchissent pas trop, qu'ils se mettent pas trop la pression et qu'au final ça fonctionne bien et qu'ils continuent à progresser. En fait c'est un peu c'est l'histoire de l'œuf et la poule en fait. Hein. Je pense que oui, c'est une interaction entre les deux. C'est-à-dire que voilà, le jeune qui arrive, qui est peut-être même un peu influençable ou influencé par tel ou tel pratiquant, hein, parce que bah, on se ment pas, hein, quand on a commencé la musculation ou la force athlétique, on a tous vu ceci ou cela et se dire ah ouais, j'aimerais bien faire pareil, etc. Le mec, il arrive, il applique ces principes-là, il fait un ou deux bons blocs, il commence à se sentir pousser des ailes, il se persuade que c'est la bonne chose à faire, que s'il continue comme ça, il va atteindre, voilà, parce qu'il est un peu doué et puis ça, c'est la mayonnaise qui prend en fait. Mais cette mayonnaise, au bout d'un moment, faut pas qu'elle tourne au vinaigre, quoi. C'est-à-dire, ben voilà, j'ai bien progressé, je suis arrivé au niveau France, Europe, machin, etc. Et, 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 et en fait, je suis incapable de sortir de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, bah, c'est un podcast de cuisine maintenant, finalement. Il C'est faut ça, en fait. choisir, les gars. Bah, là, voilà, on fait la cuisine dans les toilettes, hein, puisque non, mais voilà, c'est là où on fait tout le risque. Je pense que cette illusion du contrôle, elle a une vertu un peu, voilà, de boost psychologique, parce que on est sur la bonne voie. Mais c'est un peu comme appuyer sur l'accélérateur et fermer les yeux, quoi. Et puis, Ouais, c'est ça. Je me dis, l'illusion du contrôle, quand elle a un effet positif, c'est bien. Mais est-ce qu'au moment où ça va pas capoter, qu'on va pas commencer à avoir des douleurs et tout, au final, faut pouvoir s'en sortir, quoi, de C'est ça. vouloir tout contrôler, etc. C'est le positif qui tourne au d'ailleurs, négatif en fait, hein, tout simplement. Hein. je fais un parallèle, alors je sais même pas comment je viens de faire le lien, mais je lisais, pour ceux qui sont familiers un peu avec le monde du football, une interview de Eden Hazard là, qui a mis fin à sa carrière, et qui disait ouais, j'ai toujours été guidé par le Ah, j'ai plaisir. vu. J'ai toujours été guidé par le plaisir, et là je sentais que j'en prenais plus, et, et donc c'était le moment d'arrêter. Et je me dis, ça veut quand même dire que finalement, en fait, il y avait une attitude un peu passive vis-à-vis du plaisir. Parce que pour moi, que ce soit en FA, que ce soit dans n'importe quel sport, que ce soit dans le travail, etc., on peut pas prétendre à prendre du plaisir si on cherche pas à en prendre, en fait, et si on se met pas dans les conditions pour, euh, pour en prendre. Et je trouve que ça rejoint un peu ce côté, bah voilà, j'appuie sur l'accélérateur, et puis bah, le jour où je fonce dans le mur, bah, je sais plus trop quoi faire. Je sais pas si vous voyez un peu le Après, il dit ça à parallèle. un moment où ses performances étaient sur le déclin, alors qu'il n'était pas il était pas vu en vrai. Donc Non, mais finalement, est-ce peut-être qu'il se construit pourquoi. pas un narratif pour lui-même aussi? Oui, mais voilà, parce que. Ah, ben ça j'en suis persuadé. Mais en fait, il prenait du plaisir à jouer parce qu'il était fort. Mais en gros, le jour où il prenait plus. Enfin, est-ce qu'il a cherché à retrouver son niveau pour reprendre du plaisir, tu vois? Ouais, mais Et, et- je pense que c'est là tout l'enjeu, c'est que il faut être capable au final de embrace, enfin d'accepter en fait hein, ce concept d'incertitude qu'on va avoir autant que du côté de la personne qui programme que de l'athlète, parce que ça c'est ce qu'on disait aussi en off, hein, enfin c'est que on reste humain. Je veux dire, on n'est pas capable de percevoir tous les paramètres autour de nous qui vont jouer ou pas sur ces renforcements positifs ou négatifs. Ils peuvent switcher, je vais pas dire d'un coup, mais pas vraiment, mais presque du positif au négatif ou à l'inverse, du négatif au positif, que ce soit la notion de plaisir qui te drive à performer ou qu'au final c'est la performance qui te drive à prendre du plaisir. Au final, c'est, tu vois, tu peux toujours te le tourner dans le sens que tu veux. Et tu te le justifieras comme ça au final. C'est que tu as des gens qui vont dire ah non mais moi je fais vraiment ça que pour mon plaisir. Mais au final, au fond d'eux-mêmes, s'ils pouvaient performer un petit peu plus et d'aller chercher des enjeux un peu plus, comment dire, importants, une compétition internationale par exemple, bah, en fait ils le feraient. Tu vois, c'est le fait d'être capable de créer des liens entre ce que tu penses et ce qui est réel. C'est ça que je trouve un petit peu ouais, compliqué je pense que. à aborder. Et je pense que. Enfin, moi, j'en suis de plus en plus persuadé que cette volonté, en fait, même un petit peu des fois, pour certains un peu prétentieuse, voilà, de vouloir
aller jouer certains enjeux, de se persuader que voilà, l'objectif c'est d'être champion du monde à la fin. C'est un vecteur, ça contribue à les mettre ça contribue à les mettre sur les rails pour ça, et versus quelqu'un qui va se persuader ou chercher à s'auto-persuader ou se rassurer en se disant que son objectif, voilà, c'est juste de pratiquer pour le plaisir, parce que ça va contribuer à l'engagement, et ça va contribuer à l'engagement, donc ça va contribuer au plaisir à l'entraînement, et ça va le contribuer à créer en fait ce que j'appelle un peu la sensation du contrôle, c'est-à-dire de tout mettre en œuvre d'avoir l'impression de tout mettre en œuvre pour y arriver. Et moi, tout l'enjeu que je vois, c'est de réussir à faire coexister l'incertitude et la confiance. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est pas facile et qui serait un peu l'état d'esprit ultime, en fait. Un peu je sais pas comment, le Valhalla voilà, de l'état d'esprit du sportif, du moins en force athlétique, d'avoir à la fois cette conscience de l'incertitude, de pas être sûr que ce qu'il fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais en même temps, d'être parfaitement serein et confiant et d'avoir une envie, un engagement euh, totalement déterminé, voilà, à aller jusqu'à l'objectif. Hmm. Si je peux faire un parallèle un peu avec le travail que justement j'emploie avec mes athlètes, c'est que j'ai pas mal d'athlètes qui sont relativement jeunes, donc peu avancés entre guillemets dans la pratique. Et un point sur lequel je reviens très souvent au final, c'est que ils ont vraiment ce désir de performance, de se voir vraiment sur j'allais dire sur le long terme, mais des fois même pas, hein, des fois sur le court moyen terme à des niveaux vraiment international, clairement. Mais pour autant, donc ils ont cette ambition, ce qui n'est pas négatif en soi, hein. Je peux comprendre que quand tu te lances, pas dire corps et âme, mais que tu investis énormément de ton temps, de ton énergie dans quelque chose comme la force athlétique, t'attends quelque chose, tu vois. Mais en même temps, en parallèle de tout ça, ils sont dans un doute constant de se dire ah mais Quentin, est-ce que tu penses que je serais prêt pour cette échéance? Ah mais je sais pas, je le sentais pas très bien. Et je trouve qu'il y a une dichotomie assez drôle parce que quand tu leur mets ça en parallèle, tu leur dis bah je comprends que tu aies des doutes, c'est normal, tu vois, comme n'importe quel athlète, mais en même temps, tu as très peu de doutes quand tu te vois sur le moyen long terme à des niveaux absolument incroyables. Donc c'est ça en fait, cette dichotomie entre je ne sais pas si je vais y arriver, mais je me vois l'être plus tard. Je trouve elle est assez intéressante. Moi, je l'ai observé, alors ça c'est mon cas, mais je l'ai observé surtout sur des pratiquants relativement jeunes qui ont des ambitions assez importantes. Peut-être un petit peu moins sur des compétiteurs un peu plus avancés. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à vos athlètes, mais l'idée, c'est que j'essaye de mettre en place enfin, de les guider sur un travail sur eux-mêmes, de rester optimistes quant à leur pratique, tout ce qu'ils ont pu mettre en place, tout le travail qu'ils ont réussi à atteindre durant l'enchaînement des blocs, durant l'enchaînement des cycles, que s'ils ont réussi à faire ça, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas après, s'ils continuent à perdurer sur leurs efforts, d'être capable de visualiser le positif, mais pas que sur un prisme, pas que sur le futur, mais d'aussi d'être dans le présent au final, de se dire j'ai réussi à tenir ma préparation, je travaille comme il faut, je vais aller jusqu'au bout de cette échéance, je vais aller à cette compétition et je vais aller chercher ce que je veux aller chercher. Alors évidemment, des fois ça paye pas, des fois on n'a pas notre qualification au championnat de France par exemple, des fois on n'a pas le total qu'on voulait, du moins le total qu'on avait en tête au début de la prépa. C'est normal, ça fait partie de la vie de l'athlète aussi. Je pense qu'il y a très peu d'athlètes, en tout cas en France, qui peuvent se targuer d'avoir réussi absolument toutes leurs échéances. Tous les objectifs qui s'étaient mis en place. Je pense aucun. Hein. Aucun, à mon avis. Hein, je pense À moins que le mec il ait fait une comp et il ait réussi sa comp. Voilà, donc c'est ça en fait. Et l'idée, c'est de les mettre dans des rails, pour revenir sur l'image de Ben, sur des rails positifs pour justement tirer le meilleur de cette incertitude. C'est que cette incertitude, comme on l'a dit avant, elle est ni négative ni positive. Il faut juste que l'athlète en ait conscience et que l'accepter. Exactement, tout ce qui peut être positif est attiré. L'accepter sans que ça devienne un espèce de doute qui les ronge, quoi. Ouais, Exactement. sans que ça paralyse, quoi. Sans que ça paralyse, sans qu'à chaque moment on soit en train de se demander, et sans que ça efface non plus cette envie d'obtenir les résultats qu'on essaie d'obtenir. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui, on va pas se mentir, il y a quand même ça va peut-être faire très philosophique, hein, mais voilà, le parcours en FA, sûrement pas qu'en FA, mais je pense plus que dans d'autres disciplines,
c'est quand même un espèce de voyage intérieur où on passe, comme tu l'as dit, des fois d'être très ambitieux, très jeune, mais en même temps sans arrêt dans le doute. Est-ce que je vais réussir ceci? Est-ce que je vais réussir cela? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que là, là. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis passé par une phase plutôt où cette incertitude, elle domine en fait, et du coup, oui, ce que je fais, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, mais du coup, je verrai. Et en fait, tu tombes un peu dans un espèce voilà, de sable mouvant où tu fais, mais en même temps, t'as plus vraiment envie, tu vois. Donc, t'avais très envie, t'étais dans le doute. Ensuite, t'acceptes l'incertitude, t'es plus dans le doute, mais en même temps, t'es un peu, voilà, sans véritable. J'ai l'impression que c'est des périodes quand même. Hein. Il y a Voilà, quand même... mais je pense qu'il y a un cheminement, tu vois, et un cheminement où je pense qu'on peut réussir un peu à la fin à dominer cet état d'esprit et à trouver un état d'esprit dans lequel on est à la fois ambitieux, confiant, on prend du plaisir à s'entraîner et en même temps où on est, Honnête avec soi-même. on est honnête et on accepte l'incertitude. Et ça, je pense que c'est quelqu'un qui qui arriverait à mettre tout ça voilà, de son côté, je pense qu'il est dans une situation psychologique relativement intéressante. Ouais. Et bien c'est sûr que c'est plus facile à faire pour un athlète qui a déjà un certain niveau. Oui, clairement. Parce que il s'identifie déjà, il est déjà là. Et voilà, il s'est déterminé comme étant un athlète de bon niveau. Et ses objectifs sont plus à portée de main que quelqu'un qui part de tout en bas de la montagne ou qui a passé, voilà, ça fait 10 ans qu'il est en bas sur le parking de la randonnée et il n'a pas réussi à mettre un pied devant l'autre. Je me demande si savoir ajuster son état d'esprit, entre guillemets, quand des problématiques apparaissent, savoir l'ajuster assez rapidement, on va dire, c'est pas ça aussi qui différencie un petit peu un athlète confirmé d'un athlète qui a un niveau un petit peu moins élevé, quoi. Je pense que c'est vraiment ça, en fait, tout l'enjeu. C'est d'avoir une démarche, entre guillemets, saine par rapport à soi-même et ses objectifs. C'est-à-dire que avoir cette ambition de performance, c'est pas le problème fondamentalement, mais c'est ce que tu vas. C'est aussi. Comment dire. On joue pas tous avec le même jeu de cartes, si on veut. Hein. On n'a pas tous le même contexte social. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui ont une vie de famille, d'autres pas du tout. Il y en a qui peuvent allouer beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie dans le sport et d'autres beaucoup moins. Il y en a aussi qui ont, on va pas se mentir, hein, il y en a aussi qui ont un meilleur potentiel que d'autres. Hein. On va pas se le cacher, même si je pense qu'avec du travail intelligent et sur une bonne période et bien encadré, n'importe quel athlète en force athlétique peut atteindre un niveau qui est plus que convenable, honnêtement. Hein. Mais on va pas se mentir, il y a certaines personnes qu'on voit là, qu'on a vu à Sheffield il y a pas longtemps. Il y a des choses qu'on hérite et que d'autres n'héritent pas. Hein. On va pas se mentir là-dessus. Et du coup, vraiment, tout l'enjeu, ou du moins ce que j'essaye d'aborder avec les athlètes des fois les plus jeunes, que ce soit les miens, mais d'autres gens, juste quand on discute au final, c'est d'avoir une approche saine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas défini par votre performance actuelle, ni même plus tard en fait. Hein. Votre capacité à être un athlète, elle n'est pas guidée uniquement par votre performance. C'est pas parce que vous avez un meilleur indice qu'un autre que vous êtes un meilleur athlète qu'un autre en fait. Tu dis PF Point. Exactement, ouais. De toute façon, dans la jungle, il y a que le total. Dans la jungle, il y a que le total qui compte, mec. Non, mais je rigole un peu en disant ça, mais il y a vraiment des gens, c'est ça en fait. C'est que je connais des athlètes qui ont un niveau R1 National 2. Donc pour la plupart des gens, on pourrait se dire ouais, pas ouf et tout, mais qui sont psychologiquement des bien meilleurs athlètes que moi, par exemple, ou même d'autres athlètes. Et pour autant, je peux avoir un meilleur niveau qu'eux, ou inversement. C'est pour ça les deux sont pas corrélés. C'est là tout l'enjeu, c'est d'être capable d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, mais par contre qu'il y a certains points qui le sont, d'être capable d'avoir le curseur guidé sur les bonnes choses. Typiquement ce qu'on disait, hein, au lieu de faire du load management parce que je bouffe 50 séries de bench par semaine, je préfère me dire je vais prendre du collagène et j'aurai moins mal. Hein. Voilà, d'être capable de cibler les choses intelligentes. Après, en tant qu'athlète, c'est compliqué des fois d'être neutre par rapport à sa propre pratique. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Hein. Forcément, on est biaisé, qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment. Et c'est là aussi où est l'enjeu du préparateur, du coach. C'est d'être capable de le ramener un petit peu sur les rails de la raison. C'est de lui dire, écoute, là, il y a du bon,
Donc on reste quand même dans du positivisme, hein. On rappelle quand même qu'il y a des choses qui sont mises en place par l'athlète qui sont cool, son engagement, sa bonne humeur, ses ambitions, mais que là, ça par contre, on va essayer de le corriger. On va essayer de le recentrer, un peu comme un enfant si on veut. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Non pas. J'ai un... Ouais. Bah, enfant, j'ai du mal avec le terme, mais plutôt. Ça fait très Tu vas paternaliste. plutôt guider. Pas les infantiliser. Hein. L'idée, c'est pas de les infantiliser. L'idée, c'est d'arriver à apporter l'expérience qu'ils n'ont peut-être pas encore actuellement. C'est ça, ouais. Je suis pas Mais du tout dans en ce. collaboration. Parce que tu vois, pour moi, la différence entre un enfant et un athlète, c'est que déjà, l'enfant, il fait pas 600 de total. Ah, tu Et, sais. et que l'athlète, surtout, bah, il a aussi, il pense, hein, il a des informations utiles à t'apporter pour que toi, tu puisses aussi analyser l'information qu'il va te donner pour voir Il faut aller les le chercher. principe d'une collaboration, Il quoi. faut aller les chercher Oui, aussi il faut parfois. aller voir. Faut gratter, hein. Alors que l'enfant, tu vas lui dire fais ça, il va faire ça. Bon, après, voilà, c'est une petite parenthèse. Non, mais oui, c'est vrai que le terme n'était pas forcément bien choisi. C'est pour ça que j'allais bien expliquer que c'était pas enfant dans le terme infantilisation. Donc vraiment tout contrôler. Mes BPM sont montés quand j'ai entendu enfant, j'étais obligé. Non, mais c'est vrai, c'est important aussi. La sémantique est importante parce que c'est ça aussi. On peut tomber. Il y a certaines personnes, hein, qui programment qui tombent dans cette dérive de chercher un contrôle total sur tout. En lui disant, ok, t'as pas fait tes 10 000 pas, eh ben tu sors dehors, tu vas faire tes 10 000 pas. Quoi? T'as dormi que 6h37 hier? Non mais attends, tu as SBD aujourd'hui, tu vas sous-performer, c'est pas possible, tu dois dormir plus. Là, on rentre dans un contrôle total où l'athlète, en fait, c'est juste une marionnette. On n'est plus sur un travail athlète-coach. On est juste sur un père, ou une mère, si on veut, qui impose, en fait, un petit peu ses ambitions à son enfant. Et là, justement, on rentre dans le cadre de l'infantilisation. Le projet Mbappé. Exactement, le fameux. Mais en vrai, on rigole, mais moi, c'est quelque chose qui me fait un petit peu de la peine. C'est que on voit souvent, hein, t'as certains athlètes, justement, comme on expliquait, qui ont l'air d'avoir franchement une génétique et un potentiel assez exceptionnel, relativement jeunes, hein, je pense 17, 18, 19 ans. On en a tous vu. Les parents qui mettent la pression. Ouais. Mais oui, mais pas forcément que les parents aussi. Hein. Des fois, certaines personnes qui vont les coacher. Qui vont le coacher en disant ok, là on va se préparer pour telle échéance parce que après, suite à cette échéance, on peut ensuite jouer une qualification là. Et en fait, j'ai envie de te dire, si ça matche avec les ambitions de l'athlète, pourquoi pas. Mais encore est-il qu'il faut prouver que ce soit les ambitions de l'athlète et pas celles qui ont été créées par le coach. Bah, surtout à une période où l'enfant il veut découvrir, il veut s'amuser et tout. Toi, t'es là, tu parles de compétition. Bon, d'accord, il peut faire de la compétition, il y en a qui vont aimer, mais la plupart, je pense que quand on était petit, on aimait bien faire des tournois et tout. Par contre, de là à mettre la pression, faire un résumé. Moi, je sais que quand je lisais quand je m'intéressais un petit peu à la psycho et tout, c'est quelque chose qui ressortait pour les enfants, c'était les parents qui mettent la pression, quitte à mettre la pression au coach aussi de l'équipe, alors que le coach, c'est son métier, il sait très bien ce qu'il fait. Et il disait, ouais, moi, mon fils, faites-lui des retours, machin. T'avais l'impression qu'il jouait au PSG. Mon gamin de 5 ans, il joue vraiment. Mon gamin de 5 ans, il joue box-to-box. Je pense qu'il pourrait jouer avec les U15. Il pourrait jouer avec les U15. En vrai, on a cette image hyper stéréotypée, mais pour le coup, je pense que inconsciemment, t'as certains coachs qui appliquent cette méthode à certains athlètes. Et c'est pour ça. Et c'est là où justement, c'est autant du devoir de l'athlète que de la personne qui le programme d'avoir cette clairvoyance sur tes ambitions, tes envies et le plaisir que t'en tires. C'est ça qui est important au final. C'est que si tu bâcles ce plaisir et que tu tires sur la corde, à la fin, l'athlète il est dégoûté en fait. Combien on a, franchement, je me souviens, les anciens de mon club, ils appelaient ça les étoiles filantes. On a vu combien d'athlètes dans les années 2019-2020 performer incroyable, avoir leur sélection pour les mondes, pour les Europe Juniors, qui maintenant sont plus là en fait. Alors évidemment, on n'a pas leur historique, hein, on va pas commencer à faire... Il y a eu le Covid entre-temps. Oui, mais bon, le Covid il a bon dos. Hein. Ça fait 4 ans que c'est une excuse, mais... Ouais. Moi j'ai arrêté de vieillir depuis le début du Covid, ouais, c'est bon. J'ai encore 19 ans. L'étoile filante David, elle s'est écrasée pendant le Covid. Voilà, combien on a vu d'athlètes justement, des prospects si on veut, hein, comme dans le foot en fait, j'ai envie de te dire, hein, des Ben Arfa si on veut, toujours lui. toujours Ben Arfa. Hein. Toujours donc cette image où on se disait putain mais cette tête là d'ici 3-4 ans c'est voilà quoi, c'est Sheffield pour lui quoi.
j'abuse à peine, et qui au final maintenant... Après, il est parti. et- Bah, il était dans le public finalement. ouais, voilà, donc je pense que c'est important d'avoir le curseur bien placé sur ce qu'on peut contrôler, de ce qu'on ne peut pas contrôler en fait, tout simplement. C'est... Ça fait rebondir un petit peu sur la relation coach-athlète, du coup, sur bah, est-ce que bah, finalement cette relation-là, elle peut pas renforcer l'histoire, le récit voilà, qu'on se fait. Donc, bah, surtout, si on part du principe que la plupart du temps, un athlète, il va choisir un coach avec qui il a des valeurs et voilà, des valeurs en commun ou des expériences voilà, en commun. Ou en tout cas, un athlète, il va prendre un coach quand il se reconnaît ou qui pense qu'il peut avoir voilà, qui peuvent collaborer parce qu'ils ont des points, ils se ressemblent. Donc au final, on se retrouve avec deux personnes où, voilà, qui pensent à peu près de la même façon, qui en plus bah, collaborent, ce qui peut donner un récit ou un narratif encore plus renforcé. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, effectivement, l'athlète, souvent, il va se diriger vers un coach avec qui il partage plus ou moins le même narratif. J'en sais rien. Effectivement, quelqu'un qui déteste les pourcentages, il va pas aller vers quelqu'un qui programme tout en pourcentage. Quelqu'un qui est persuadé qu'il faut faire beaucoup de volume pour progresser, il va pas aller vers quelqu'un qui a une approche minimaliste. Donc, il va à la fois bénéficier en fait des avantages de ce côté renforcement positif, puisqu'il va être persuadé lui-même d'avoir fait appel à quelqu'un qui propose ce qu'il faut pour progresser, à tel point que tu te demandes s'il a vraiment besoin de la personne pour se prescrire, ce qui se prescrirait lui-même. Mais en général, ça peut aussi être des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de recul, beaucoup d'expérience et qui attendent quand même des choses supplémentaires de la part du coach. Et je pense qu'en plus, certains coachs voilà, sont très forts pour persuader les athlètes, ont des discours très, très assurés, très convaincants, euh, pour renforcer justement ces croyances chez l'athlète. Donc ça, voilà, évidemment, ça va potentiellement avoir des bénéfices, au moins à court terme, si on se place un peu dans le cadre de tout ce qu'on a discuté avant, dans le renforcement positif, etc. Mais le risque, en fait, c'est que bah, encore plus vite, le couple athlète-coach s'enferme à double tour dans les toilettes, hein, et finissent Pas pu en sortir, voilà, hein. par plus en sortir, par être tellement limité par l'illusion qu'on n'arrive plus à mettre en place. Déjà, l'athlète on est dans une situation où l'athlète n'est pas prêt à sortir du cadre, le coach non plus. Le coach n'a pas d'idée finalement euh, tellement innovante ou voilà, il perd un peu sa créativité puisque il est d'accord avec l'athlète que c'est comme ça qu'il faut procéder. Et donc on a à la fois un coach qui n'est pas en mesure de donner des choses appropriées et de toute façon un athlète qui serait pas en état de les recevoir de façon optimiste. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est une grosse limite. Et, et pour aller plus généralement vers les limites de l'illusion, je pense que de toute façon, à moyen et long terme, le risque, voilà, c'est d'accumuler tout un tas de croyances. Donc non seulement on est dans les toilettes, mais en fait on est dans les toilettes avec voilà, des choses qui rentrent même plus dans les toilettes, des croyances, des pratiques inutiles, des pratiques qui produisent peu d'effets à long terme. Donc par exemple, ça peut être, bah voilà, je suis persuadé qu'il faut absolument que je prenne tous mes compléments à telle heure, que je fasse mes 10 000 pas, que je fasse mon bain froid de récupération, que je fasse mes 20 minutes de mobilité. Et je trouve que petit à petit, ces pratiques, au début, lui accordaient en fait cette espèce de sentiment de confiance et de contrôle, l'impression de mettre en place tout ce qu'il avait besoin de mettre en place, bah, ça devient une prison. Et une prison où, voilà, c'est un peu le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que j'aime être dans ma prison, et le jour où j'ai pas ma cellule, où je peux pas faire ma mobilité, où je peux pas faire mon bain froid, où je peux pas faire etc. Bah je me sens pas bien et je peux pas faire une bonne séance. Et je le justifierais par le fait que je l'ai pas fait, en fait, Exactement. que j'ai pas pris mes 600 mg de café. Exactement. Et là, de nouveau, on renforce, c'est-à-dire que on s'attend à un résultat négatif parce qu'on n'a pas eu on n'est pas dans nos conditions habituelles, on n'a pas toute notre panoplie d'outils dont on est persuadé qu'ils sont absolument indispensables. Et ça se passe mal, puisque de toute façon, on s'attendait à ce que ça se passe mal.
et du coup ça nous persuade encore plus, et etc. Et finalement, je trouve qu'il y a beaucoup comme ça d'interventions qui sont prônées assez largement, qui pour moi sont des placebos, jusqu'à preuve du contraire, et qui en fait au fil du temps, bah, cet effet de nouveauté, ce petit boost qu'on a quand on commence à utiliser un placebo, ça devient en fait à long terme un nocebo potentiel. Et ça, moi je l'ai vécu avec la mobilité, je l'ai vécu avec les suppléments, et je pense qu'il y a plein d'athlètes qui se reconnaîtront là-dedans, quoi. Je pense qu'il y a quand même une grosse... Ah, vas-y. Bah, c'était juste pour rebondir sur cette histoire de placebo. Moi, j'ai entendu plein de fois, justement, quand j'essaye d'aborder ces notions-là, hein, typiquement que, jusqu'à preuve du contraire, ce supplément que telle personne va prendre, eh ben, en fait, il n'y a aucune raison, il n'y a rien, il y a pas, ça n'a pas été prouvé d'un point de vue evidence-based, qu'il n'y a pas, il y a eu pas eu de preuve de causalité entre l'amélioration de tel paramètre avec la prise de tel complément. Tu vas l'expliquer aux gens, et une fois qu'ils sont un petit peu acculés dans le coin de leur toilette, ils vont te sortir « Ouais, mais au pire, il y a l'effet placebo, moi j'ai l'impression que ça marche et je me sens bien. » Mais on peut pas se baser sur l'effet placebo. L'effet placebo, il est très intéressant, il est réel, il existe. Puis ça se mesure surtout, l'effet placebo. C'est pas je me sens bien, c'est... Après, c'est un peu compliqué parce que... C'est que c'est très inconstant. Tu peux pas te permettre de te relier tout le temps à l'effet placebo. C'est pas quelque chose qui est constant. C'est-à-dire qu'avec le temps, ça peut s'arrêter. Tout simplement, en fait. Ouais, et il y a plein de raisons qui font que tu puisses te sentir bien ou pas bien. Moi, la question que je me pose tout le temps sur ça, les compléments et tout, c'est quoi tes critères d'évaluation? Donne-moi, réel... ça va toujours être les mêmes, hein. Les réponses qu'on va avoir, c'est je me sens bien, c'est quoi tes vrais critères? Par exemple, je prends du collagène, tu vas me dire, ouais, j'ai moins mal, mais tu peux avoir moins mal pour des milliers de raisons, en fait. Donc, finalement, t'es jamais sûr que le complément... Enfin, moi, c'est surtout un problème qui vient quand ça parle de complément, parce que quand ça parle de performance, tu peux le mesurer. En vrai, en tout cas, il y a aussi il y a plein de... Tu peux biaiser un résultat sur les performances, c'est sûr, il y a plein de paramètres, de facteurs de confusion qui peuvent entrer en compte, mais au final, tu peux quand même le mesurer, et s'il y a eu un effet placebo, tu le verras sur la performance. Il y a un Ce n'est pas paramètre une mesure quantitatif. subjective, du coup. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a C'est il y a un ça. paramètre quantitatif qui est déterminé par combien de kilos de plus j'arrive à faire au squat pour X ou Y Alors façon. qu'un complément alimentaire, à moins qu'il ait des effets ergogéniques et qu'il augmente la performance, ça tu peux le voir aussi, mais c'est un peu plus subtil parce que il peut se passer, je sais pas, tu peux prendre ton complément, et au final il a pas bien été absorbé, et au final t'as quand même, c'est comme tout à l'heure, on parlait de l'étude sur euh, un faux, un placebo quoi, un pré-workout en gros placebo qui a été donné à des pratiquants, et leurs performances ont augmenté alors que le principe actif, il n'y en avait pas quoi, c'était, je sais pas ce qu'ils donnent, je sais plus ce qu'ils avaient donné à la place, mais au final, voilà, et ces mecs-là, les participants, eux, leurs performances ont été augmentées, mais ils vont te dire, ouais, mais ça marche sur moi, c'est placebo. Bon, après, c'est toi qui vois, si tu as de l'argent à mettre pour du placebo, moi, je préfère plutôt la solution de me dire, je peux m'en passer, et je sais que c'est placebo, est-ce qu'au final, l'effet, il va pas s'estomper avec le temps, surtout. Et finalement, je vois aussi un risque de négliger les interventions, en tout cas, qui sont connues comme étant un peu plus efficaces. Donc, c'est un peu un pari, l'effet placebo, dans certains cas, je trouve. Pour moi, c'est surtout que voilà, ils vont prendre leur boisson rose, ils vont augmenter leur performance. Ils vont la reprendre une deuxième fois, peut-être que ça va fonctionner. Mais sur le long terme, je doute que l'effet placebo se répète indéfiniment. Bah, c'est pas quelque Pour chose moi, de stable, en fait. Ouais. pour moi, ce qui va plus se passer à long terme, c'est que le jour où la boisson rose n'est pas là, tu vas avoir une diminution des performances. Donc c'est Et donc, contre-productif le sur le long risque, terme. Hein. et donc le risque, en fait, c'est d'accumuler tout un tas d'outils comme ça, de pratiques, dont on n'a pas pu déterminer le... Et c'est vrai aussi pour moi, pour ce que on se disait, pour des changements techniques. C'est-à-dire que souvent, on va attribuer une progression, par exemple, ah, j'ai changé ma technique. Voilà. Ce qu'on disait, c'est que souvent, ce changement technique, qu'est-ce que ça va induire? Ça va aussi induire tout un tas de phénomènes psychologiques, plus de concentration à l'entraînement, plus d'anticipation, peut-être un plaisir retrouvé à faire le mouvement parce que ça change un petit peu la perception, etc. Et donc, on va peut-être avoir un bloc qui se passe très bien. C'est pas pour autant que c'est le changement technique qui a conduit à l'effet. Et peut-être que si ça se trouve, sans s'en rendre compte, un an plus tard, la personne va faire le changement technique inverse, retourner à sa technique d'avant. Des fois même, je suis sûr qu'on l'a tous fait sans s'en rendre compte.
et reprendre un coup de boost. Est-ce que pour autant, ce petit changement technique mineur, c'est celui qui a déterminé l'effet? Probablement pas. Par contre, le jour où pour X ou Y raison, il y a une blessure et il faut changer la technique pour adapter à la douleur, ah bah là, ça va être perçu comme quelque chose qui va nécessairement impacter la performance négativement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'on revient... Enfin, pour moi, on est toujours sur ce spectre où le placebo, en fait, va glisser petit à petit pour devenir un nocebo qui se cache, en fait, qui attend d'être exploité. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que rien ne marche et que du coup, il ne faut rien faire parce qu'on risque un jour d'être face à un nocebo. Non. Mais des fois, on voit quand même des situations où des athlètes cumulent beaucoup d'interventions, que ce soit pour la récupération, pour la supplémentation, pour la programmation, et se retrouvent dans une situation où rien de tout ce qu'ils font n'a de fondement, alors que ce soit scientifique ou même par l'expérience. Mais il se trouve qu'ils ont peur de s'en débarrasser parce qu'ils ont peur en fait de perdre les effets de ce truc-là. Et pour moi, c'est pas une. Voilà, certes, ça leur donne la sensation d'être dans une dynamique de contrôle, de tout mettre en place pour réussir. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui pour moi est souhaitable, quoi. En fait, Et qui aura des retombées négatives. Je me permets avant, Quentin. Ouais, vas-y. Je sais qu'on entend souvent placebo et moins nocebo. Nocebo, c'est juste l'inverse. Hein. C'est en gros des effets négatifs ou indésirables qui résultent de l'anticipation ou de l'attente négative du coup d'une intervention. Bah, je suis sûr que par exemple, si on dit à quelqu'un, on le fait dormir et il n'a pas d'horloge, on lui dit, bah en fait cette nuit tu as dormi 4 heures. Je suis sûr que la personne va être fatiguée et va s'attendre à faire une mauvaise séance. Voilà, ça pourrait être un contexte, un exemple d'effet nocebo. Ouais, très, très brièvement, mais l'exemple typique d'effet nocebo, c'est l'effet blouse blanche. Hein. C'est quand votre médecin vient, ou une infirmière ou un infirmier vient devant vous pour prendre votre tension artérielle. Il a une blouse, voilà, vous êtes stressé, vous voulez avoir une bonne tension pour qu'on vous dise que vous allez bien. Et en fait, vous êtes tellement stressé que votre tension, elle monte. Voilà, typiquement l'effet blouse blanche qui est reconnu, qui est réel. En fait, je pense, pour rebondir sur ce qu'explique Ben, c'est que les gens, en fait, allouent des allégations, des effets ergogéniques à un contexte qui n'est pas du tout lié donc à l'effet soit de la substance, du complément, soit à quelconque pratique, je sais pas, moi faire des bains glacés, dormir 15 heures dans la nuit. Mais en fait, ces effets, ils sont juste liés à la ritualisation, en fait. Le fait qu'en créant des patterns de routine chez l'athlète se sent à l'aise. Typiquement, un athlète s'entraîne H24 dans sa salle calibrée avec tous ses copains. Le jour J où il va devoir aller s'entraîner, calibré ou pas calibré, mais dans une nouvelle salle, eh ben, ça va en prendre un coup. Parce que cette ritualisation, elle est plus là. Et donc c'est exactement la même chose. Moi, par exemple, je sais que pour une grosse barre, j'ai besoin absolument de sniffer mon ammoniac. Bon. Est-ce qu'au final, ta barre, tu l'aurais pas passée au même RPE sans ammoniac? Ou c'est la sensation de temps de camé. Non mais voilà, c'est ça l'idée en fait. C'est que en fait ce que je trouve assez drôle en fait dans le contexte actuel, enfin en tout cas dans la force athlétique française, dans la communauté française, c'est que le terme, la trend, la mode, c'est vraiment de dire moi j'ai une démarche individualisée. Voilà. Moi, chaque athlète, j'individualise, ce que je lui propose, c'est quelque chose qui est que pour lui. Mais quand tu regardes des fois pour un même coach, en fait, t'as l'impression de voir des Stormtroopers, quoi. Ils font tous leurs 10 000 pas tous les jours, ils font tous leurs 9 heures de nuit, ils font tous telle mobilité avant et après training. Donc t'es là à te dire, mais le mec c'est le premier gars à dire, ouais, moi j'individualise de fou, moi je regarde tout, j'interprète tout en fonction de l'athlète, vraiment l'individualisation c'est la clé. Mais quand tu regardes tous les athlètes séparément, t'es capable, tu me donnes même pas le nom du coach, Moi je te dis, on dirait vraiment l'école de pensée de un tel ou de une telle. C'est quand le problème, c'est quand l'individualisation, ça devient plus un argument marketing que réellement une pratique qu'on fait. Clairement. Mais après, je pense qu'il y a aussi des coachs qui aiment bien créer une dynamique de groupe, et ça, c'est un peu un truc que je me pose, c'est la question que je me pose depuis un moment, c'est que si tu as, admettons, 10 athlètes qui s'entraînent au même endroit, ou pas forcément au même endroit, mais qui communiquent souvent entre eux et tout, je me demande si cet effet de groupe de... genre tout le monde fait des fois deux et on a tous la fin de bloc en même temps et on est tous un peu... voilà, on veut tous battre le collègue, le mec d'à côté. Je me demande si ça peut pas aussi créer une bonne dynamique individuelle. Ouais, pour, ça va dépendre de la psychologie quoi. de l'athlète.
clairement. Hein, Ouais. Bon, après, voilà, ça sort du cadre du podcast un petit peu. Non, Voilà. je pense que ça rentre un peu dans le cadre de cette histoire de contrôle, de dynamique en fait. Euh, c'est voilà, j'adhère aux valeurs et aux idées de mon coach ou de mon groupe d'entraînement. Du coup, je fais tout ce que je crois devoir faire en fait pour obtenir tous les résultats que je veux obtenir. Et je suis persuadé que ce que je mets en place va m'amener à mon résultat. Donc, ça peut être voilà, faire comme le collègue tout n'est pas, prendre tel complément, faire tel programme exactement, faire. C'est vrai qu'il y a cette histoire d'individualisation, mais en fait, souvent tu te rends compte que les schémas, il y a une individualisation, mais en fait dans les toilettes en fait. C'est-à-dire que il y a le mec qui est sur le carreau du carrelage à droite et il y a le mec qui est sur le carreau du carrelage à gauche, quoi. Et qu'au final, ils répètent quand même tous plus ou moins le même schéma d'entraînement. Et que le spectre d'individualisation, voilà, il est sur 3 mètres carrés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que Ça, c'est très c'est sûr. fin. C'est après comme expliquait David, hein, il y a un aspect marketing derrière parce qu'il faut bien que tu puisses entre guillemets donner des arguments de pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre. On va pas se mentir, mais c'est juste qu'on arrive au final à se rendre compte qu'il y a vraiment des courants très spécifiques entre chaque système de coaching ou chaque coach. Je pense que c'est observable enfin, que ce soit du côté américain ou du côté français et même d'autres pays en fait. Hein. Clairement, il y a des écoles de pensée où tu vois que certains athlètes, ils sont toujours sur du RPE constant de semaine en semaine, qu'il y en a certains qui au contraire sont vraiment dans de l'ultra spécifique avec du RPE assez agressif. Ça attaque direct sur du 8 et ça monte progressivement jusqu'à des fois du 10. Et au final, en fait, c'est un cycle sans fin parce qu'on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que pour autant, les athlètes, d'un côté ou de l'autre, ils progressent. Donc, il faut pas juste s'arrêter à là. Il faut aussi essayer de comprendre, c'est que ça marche pour moi, très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres pistes? Parce qu'au final, l'athlète, c'est pas parce que ça a fonctionné pour lui sur sa première ou deuxième année de coaching que ça va fonctionner après. Le contexte de l'athlète, au final, il évolue tout au long de sa carrière sportive. Donc c'est ça qui est vraiment à prendre en compte, c'est que, ok, on a des pistes qui fonctionnent pour l'athlète, mais il faut quand même avoir la décence d'être humble par rapport à ça et d'évaluer d'autres pistes dans le futur et pour le bien-être de l'athlète. Non, parce qu'effectivement, moi je pense que, comme tu disais, Quentin, c'est quelque chose qui est très mis en avant par les coachs et ça peut être un argument marketing, mais je pense qu'aussi, c'est vrai que c'est pas facile pour un athlète qui a pas forcément beaucoup d'expérience et beaucoup de recul d'aller vers un coach qui lui dit bah, j'ai peut-être plus de questions que de réponses et on va y répondre ensemble. Est-ce que toi, au début de ta pratique, tu avais envie de te tourner vers quelqu'un qui avait un message beaucoup plus nuancé? Euh, il suffit de voir dans la société actuelle, en général, les gens se tournent plus, que ce soit dans le domaine de la politique, de la santé, de la société ou du sport, vers des gens qui proposent des choses strictes, Ouais, des affirmations extrêmes. voilà, des affirmations, un cadre bien défini, plutôt que quelqu'un qui a quelque chose d'un peu plus énigmatique, un peu plus nuancé, un peu plus mou en fait. Ça peut être voilà, en fait, est-ce qu'on n'est pas en politique, est-ce qu'on n'est pas des espèces de centristes tout pourris, tu vois, parce que Ouais, parce qu'au final, dont personne ne veut. Ouais, Voilà, est-ce qu'on n'est pas un chewing-gum est-ce que les gens ne perçoivent pas notre discours comme ça, tu vois, c'est ça. on peut penser que ça fait pas avancer C'est le un peu ma schmilblick. question. Ouais, ça fait pas avancer le schmilblick, hein. On peut clairement se dire ça. Alors, par rapport à ça, euh, ce qu'il faut comprendre pour les gens qui nous écoutent, c'est que nous, ce qu'on veut, ce qu'on essaye de faire dans nos coachings, c'est pas de se créer une identité ou alors d'affirmer des choses pour se créer une identité et avoir la même méthodologie pour tous nos athlètes. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt aller vers ce qui fonctionne pour un profil précis. Bon, parfois, ça peut passer par faire la- souvent la même chose, hein, au final. Voilà, il y a quand même des choses ou des principes qui se recoupent dans l'entraînement et qui vont être communs ou communes à toutes les méthodologies. Maintenant, euh, voilà, pour revenir sur ce truc de se créer une identité, si demain, par exemple, on a un athlète on a remarqué avec des données des données d'entraînement qu'on a accumulées que euh,
y a des chances qu'avec une approche plutôt orientée au volume, donc qui pourrait s'apparenter à, à une approche que certaines personnes pourraient qualifier de gold standard, entre guillemets. Si on remarque que cette approche-là, on pense que cette approche-là peut fonctionner pour cet athlète-là, on va le faire. Pour autant, on peut aussi remarquer que pour un autre athlète, avoir du très faible volume, bah, si on a encore une fois, si on a des raisons de penser que ça peut avoir un impact positif sur les performances et sur la progression, on va le mettre en place, en fait. Et du coup, c'est difficile de se positionner à partir de ce moment-là, parce qu'on peut, notre champ des possibles, il est assez élargi. Alors évidemment, on a nos biais en tant que coach, et au départ, quand on récupère un athlète, forcément, les premières programmations, elles vont être créées à partir de ces biais-là et de notre expérience, etc. Mais pour moi, l'important, c'est quand même de garder cet état d'esprit d'exploration, entre guillemets, ou de recherche de ce qui fonctionne, tout en ne pas se limiter, pardon, à juste une méthodologie parce qu'elle a déjà fonctionné sur d'autres athlètes et parce que soit on n'en connaît pas d'autres, ou alors on pense qu'il y en a une, que c'est celle-là la meilleure, alors que on sait très bien que non, finalement, par rapport à tout ce qu'on a dit dans le podcast. Je pense que ça nous ramène un peu à la... Comment elle s'appelle cette loi? Le fait de plus tu sais de choses, plus tu as l'impression d'être ignorant. À l'inverse, à l'inverse de l'ignorant qui... Dunning-Kruger. C'est Dunning-Kruger, ça, non? Ouais, j'ai plus le nom de... Oui, oui, mais l'effet, il n'est pas aussi spectaculaire. Quand tu regardes l'étude, la courbe, elle est assez plate. Non, hein, oui, finalement. c'est pas mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que je pense qu'on revient quelques années en arrière, C'est la loi de on nous Murphy, non? repose la question. Ah non, la loi Ah de non, Murphy, non, c'est que putain, tout ouais. ce qui peut aller de travers est de travers. Non, mais ça c'est vrai aussi en power. Mais ça c'est pour le nocebo. Non, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire que si on revient, on nous prend peut-être 3 ou 4 ans en arrière et qu'on nous interroge tous les trois là, euh, on aurait sans doute des avis beaucoup plus tranchés sur la plupart des questions. Et, enfin, notre parcours a fait que on a remis ça en question et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile pour nous d'affirmer des choses et d'affirmer des choses arrêtées. Parce qu'on a vu aussi, oui, c'est vrai. On a quand même vu beaucoup de cas différents. Et aussi, il faut se dire une chose, c'est que on a aussi le temps qui est avec nous comparé à d'autres. Faut pas oublier l'effet du temps qui est on a quand même eu plus le temps de voir des choses que un mec où ça fait 2 3 ans qu'il s'entraîne. Donc forcément, c'est vrai que moi, si je retourne, je sais pas, 5 6 7 ans en arrière, j'avais tendance à être beaucoup plus affirmatif qu'aujourd'hui parce que j'avais moins de connaissances, entre guillemets, qu'aujourd'hui. Pour autant, ma démarche à l'époque, elle était déjà tournée vers quelque chose de plus nuancé. Mais forcément, quand t'as pas l'information, t'as l'impression que ce que tu fais, c'est bien, tu vois, où il y a que ça à faire, tu vois. C'est Donc, que c'est moins et puis sexy. il y a l'expérience aussi. Ouais, c'est ça en fait. voilà, je dis l'effet du temps, mais c'est l'expérience, oui. L'expérience et voilà, le fait d'avoir tort, le fait d'avoir eu tort suffisamment souvent pour se rendre compte que on ne peut pas se permettre d'être aussi affirmatif qu'on aimerait l'être, quoi. Après, on dit ça, mais il y en a quand même, ça fait beaucoup d'années qu'ils s'entraînent, et ils vont te dire l'expérience, mais bon, ton expérience, si pendant 10 ans, tu fais squatter des gens, tu veux pas les faire passer sous la parallèle parce que ils vont se faire mal au genou, ton expérience, elle est très biaisée pour pas passer la Ah, mais ça parallèle, c'est donc sûr, ça c'est elle sûr. vaut Non, pas grand-chose. il faut un état d'esprit qui est déjà tourné vers ça dès le départ, quoi. Je pense que pour conclure très rapidement sur ça, en fait, c'est que c'est pas sexy au final d'être un peu, comment dire, de jouer un peu sur les deux tableaux, de se dire que des fois certaines affirmations peuvent fonctionner comme pas trop. C'est beaucoup plus quand c'est tranchant, quand la vie est nette, sans bavure, que c'est une figure qui est, comment dire, d'autorité, tout simplement, hein, pour un très bon athlète et qui va dire c'est comme ça. Ben, en fait, ouais, quand t'es un jeune athlète, pas énormément d'expérience, ben tu marches, hein, et je pense que on a été les premiers à le faire avant, hein, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que des fois, le ça dépend, il est un peu moqué. Bon, je suis d'accord quand tu balances juste ça dépend et sans dire de quoi ça dépend, mais moi je suis quand même d'avis de garder quand même ce ça dépend tout en expliquant un petit peu. Bon, après, on le sait très bien, il y en a, ils disent parce qu'ils savent pas de quoi ça dépend et ça les arrange. Maintenant, voilà, il y a quand même ce truc, ouais, ça dépend, ça dépend. Non, mais de garder des réserves et de garder un esprit critique surtout. C'est ça l'objectif. Bon, moi, je Voilà. propose qu'on finisse
Vas-y Ben. Ouais, je me sens de mettre voilà, petite cerise voilà, sur le gâteau de ce podcast. Non, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'a beaucoup préoccupé ces derniers temps, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, le fait de comprendre qu'on contrôle pas tout, qu'on en contrôle sûrement beaucoup moins que ce qu'on aimerait contrôler, c'est assez difficile à appréhender, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et comment est-ce qu'on fait pour être toujours aussi sûr de soi, aussi confiant dans sa progression, quand on sait que on n'a pas autant de maîtrise que ce qu'on aimerait avoir. Ouais, Donc, comment accepter l'incertitude voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a de toute façon beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Je pense que la préparation mentale, alors je sais jamais trop quoi penser de ce terme-là, mais disons le travail sur l'état d'esprit, sur la psychologie de l'athlète, je pense, a beaucoup sous la pédale. On a peut-être, je pense, été trop omnubilé par les aspects physiologiques. Est-ce qu'il faut mieux faire un 3x3, un 5x5, s'il faut mieux faire du pause squat, du pin squat, et la technique et cela. Je pense que la psychologie a beaucoup de clés pour l'avenir de toutes les en tout disciplines, cas, elle prend une mais place plus notamment importante que ce qu'on voilà. pense, que ce qu'on Et une pensait. place beaucoup plus déterminante dans l'issue d'un bloc d'entraînement, d'une saison, etc., que ce qu'on peut imaginer. Et, et par contre, et ça je te rejoins David, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette approche-là, où on a conscience voilà, de nos biais et de nos incertitudes et de nos limites, euh, par contre, voilà, ça doit pas nous paralyser. Il n'y a pas de paralysis by analysis ou de paralysis by uncertainty. C'est-à-dire que quand on a prévu un bloc d'entraînement, que ce soit avec son coach ou pour soi-même, tout ça, ça doit être mis de côté. C'est-à-dire qu'on doit être capable de se dire que ce qu'on a mis en place est suffisamment bon pour qu'on progresse, et de tout donner à l'entraînement, et d'avoir cette volonté d'aller de l'avant, quoi. Et de laisser ses doutes au vestiaire. Et c'est là où ça rejoint un peu ce que tu disais, Quentin, et que chez l'athlète junior, enfin jeune, pas junior, mais chez l'athlète jeune et ambitieux, euh, il y a, c'est un peu ce doute, cette ambition, mais avec ce doute, et ben, chez l'athlète confirmé, il doit y avoir l'ambition, l'incertitude et la confiance absolue dans ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Et je pense qu'il y aura sûrement des méthodes, que ce soit voilà, donc on pense à la visualisation, à des choix d'entraînement qui favorisent le plaisir, etc., qui vont permettre d'optimiser tout ça. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit, et je pense que pour tout le monde, ça peut être intéressant de revoir un peu son passé sportif, enfin son passé euh, en FA, sous ce spectre-là, et de se poser des questions. Est-ce que dans certaines périodes de progression, c'est pas parce que j'ai eu telle approche psychologique, parce que j'ai favorisé ceci, cela, et des fois voilà, de regarder ce qui s'est passé à la lumière de ces choses-là, plutôt que uniquement à la lumière de j'ai programmé ça, j'ai mis du 3x3, j'ai mis telle variation, j'avais telle technique, j'avais tant de rotation interne ou externe. Je pense que prendre un peu de hauteur et envisager ces paramètres-là, ça peut permettre de débloquer des choses. Voilà, donc je pense que ça conclut à peu près. Enfin, moi, j'ai fait le tour du sujet en ce qui me concerne. Donc, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, pas spécialement. Je pense que tu as bien résumé. Non, de toute façon, je pense que ça fait déjà 1 heure et demie qu'on bavarde là, donc on va éviter d'assommer tout le monde. Petit à petit, on va peut-être réussir à passer sous l'heure de podcast. Il faudrait qu'on fasse des sujets moins tirés par les cheveux. C'est vrai que contrairement à d'autres gens, on n'arrive pas à avoir des propos très affirmés, très extrêmes. Ça prend plus de temps. Quand t'es dans la nuance, forcément, c'est un peu plus taxant en termes de temps. C'est plus chronophage, c'est sûr. Bon, en tout cas, ceux qui ont tenu jusque-là, j'espère qu'ils vont pas remettre toute leur vie en question, toute leur prise de décision en question. Ils vont pas se demander si sur leur bloc, en fait, ils auraient pas dû faire du vélo et du triathlon à la place du squat, parce que peut-être que finalement, c'est ce qui les aiderait le plus à progresser. Ou que s'ils n'ont pas Euh, fait leurs 10 000 pas, ils n'arriveront pas à tirer sur leur troisième deadlift à la prochaine compétition, quoi. oui, eh oui. Et parce qu'ils ont pas assez décompressé la colonne, donc ça risque de lâcher.
Ou parce que ça vient des fessiers à chaque fois? Non, mais c'est toujours les fessiers. Hein. C'est toujours les je l'ai fessiers. C'est l'amnésie des fessiers. Hein. Si vous avez mal au coude, c'est le fessier. Y a pas de... C'est une outro, les gars, ou c'est un nouveau podcast? Ah, non, pardon. Pardon, non, juste, je disais ça... Bon, voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet si vous êtes intéressé par un suivi. Et vous pourrez aussi y retrouver d'autres contenus comme nos articles, notre programme gratuit, etc. Bonne journée ou soirée à tous et à très bientôt.